Merci de nous avoir rassurés sur l'histoire de France. On pourrait discuter des articles. Est-ce qu'on peut écrire des histoires de France, une histoire de France ou une histoire de France avec plusieurs articles? Et je pense que ce n'est pas le débat, mais on va passer tout de suite la parole. Je crois que vous avez un micro, donc prenez-le et allez-y. Et puis, une fois que vous aurez parlé, on passera la parole à la salle. Vous ne battez pas pour ne pas prendre le micro. Hein. Et vous parlez dans le micro et près, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment l'historien doit-il appréhender les mémoires? Les mémoires, parce que vous pensez qu'il y en a plusieurs, en fait. Pourquoi vous pensez qu'il y en a plusieurs? Parce qu'on a appris que la mémoire était subjective et propre à chacun. Ben, d'abord, il doit pas l'appréhender comme une ennemie. Comme la folle du logis, quoi. Pendant très longtemps, on a considéré que l'histoire, c'était une sorte de petit salon bourgeois bien rangé, mais qui était assailli par l'effervescence des mémoires concurrentes, etc. D'abord, faites le compte avec vous-même. Voyez votre jeune mémoire ou celle de la mémoire du groupe, la mémoire de la ville, la mémoire de la famille. Voyez comment vous négociez avec ça. Et voyez comment, évidemment, elle existe en elle-même et elle n'attend pas d'être corrigée par l'histoire. On parle d'un roman national. Vous savez, le roman national, c'est une... Pourquoi on dit roman? C'est une catégorie de la psychanalyse. Ça vient de roman familial. Le roman familial, c'est pas la manière dont on se raconte nos origines. C'est la manière dont on se l'invente. Donc, et ça existe à partir du moment où on l'a inventé. Donc, moi, par exemple, je travaille sur l'histoire de la mémoire. Hein, c'est un livre que je fais sur une mémoire ancienne, en ce moment. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs de mémoire. Ça ne se fait pas tout seul. La société ne se souvient de rien. Mais aujourd'hui, en soi. Mais en revanche, il y a des entrepreneurs. Et dans tous les sens du terme. Donc aujourd'hui, les conflits de mémoire, c'est à la fois des conflits de reconnaissance, donc ça, il faut les admettre, et puis des luttes politiques, mais aussi un marché. Voilà, un marché de la mémoire. Et donc, il faut prendre en compte tout ça. Vous savez, il n'y a pas grand-chose dont on ne puisse pas faire l'histoire. C'est une science omnivore. Si je vous dis, je vais faire une sociologie des polyèdres, on vous dit, ben non, ça va pas, ça marche pas. Ou je vais faire... Or, si je dis, je vais faire une histoire de, bah, ça va avec tout. Donc on peut évidemment faire une histoire des mémoires, mais pas contre elle-même, comme objet. Qui d'autre prend la parole? C'est celui qui a le micro, c'est comme le mistigris, il faudra peut-être s'en débarrasser. Je pense que vous avez pas mal répondu. Et je pense que vous allez dire les deux, mais je voudrais plus d'informations. Ça, on verra. Ouais. Faut-il apprendre l'histoire commune ou nationale, ou les deux? Bah, apprendre, ça vous apprenez. Commune ou nationale, c'est ça? Pourquoi? Parce que pour vous, l'histoire nationale n'est pas commune. Je pense que, comme vous l'avez dit, certains pays ont différentes versions. Enfin,
Oui. On donne souvent la version des vainqueurs. Ah oui, alors ça, évidemment, c'est intéressant, mais qu'est-ce que... Ça serait quoi la version des vaincus pour nous, par exemple? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque dans l'histoire que vous avez reçue, qu'on a tenté de vous apprendre? Qu'est-ce qui vous a manqué? Par exemple, je sais que tout ce qui était sur le régime de Vichy, avant on n'en parlait pas, alors que maintenant on commence un peu à en parler, en cours d'histoire par exemple. Un peu beaucoup, non? Ah oui, mais avant on n'en parlait pas vraiment. Ça c'est vrai. Ça, je peux vous confirmer qu'avant on n'en parlait pas beaucoup. Il y a des choses aussi, quand vous dites histoire des vaincus, par exemple, il y a quelque chose qui est très connu là-dessus, mais dont on a reparlé récemment, c'est par exemple l'histoire de la Commune de Paris. Pendant très longtemps, on n'a pas parlé de l'histoire de la Commune de Paris. J'ai fait pourtant une allusion quand je parlais du début de la Troisième République et de la guerre contre la Prusse. Ce qui est intéressant dans ce que vous appelez l'histoire des vaincus, c'est que c'est l'histoire des promesses non tenues. Voilà. Mais les promesses non tenues, elles ne demandent qu'à être relevées. Bon. Si on dit l'histoire de la commune, c'est l'histoire de gens qui se soulèvent et qui se font massacrer, bah oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est aussi l'histoire de la mémoire, justement, qu'ils laissent. D'une mémoire blessée, revendicative, et donc susceptible toujours d'inspirer une autre histoire de l'émancipation. Donc ça, c'est le côté effectivement entraînant de l'histoire, même pour l'histoire des vaincus. Parce que, vous savez, ceux qui sont vraiment vaincus sont ceux qui ne se sont jamais battus. Ce ne sont pas ceux qui ont été défaits. Ça, c'est différent. Donc, même dans l'histoire des défaites, il y a quelque chose d'attiré pour nous, je trouve. Un autre... voilà. Vous avez gagné le micro, à vous de jouer. Alors moi je me demandais par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que du coup on peut dire qu'il y a une vérité en histoire? Ah. Je sais pas pourquoi ça tombe sur moi. Mais par exemple, ça fait une vingtaine d'années que je suis au magazine L'Histoire. Vous savez, la revue. Et puis qui a fêté ses 40 ans, et donc chacun avait le droit à traiter une date ou un problème, et puis moi ils m'ont filé la conclusion, y a-t-il une vérité en histoire? C'est vrai que c'est un problème qui nous angoisse en ce moment, parce qu'on dit qu'on est dans la post-vérité, etc. Et c'est important pour nous, les historiennes et les historiens, de dire, on a des méthodes, ça ne nous donne pas un privilège de connaissance, mais au moins le devoir de rappeler les exigences de la méthode. Voilà. Comment on y arrive. Donc je dirais que je vous répondrai oui. Il y a non seulement des vérités de fait, mais des vérités d'interprétation. Mais elles ne se constatent pas, elles se construisent. Et ce sont comme des vérités scientifiques, elles sont en attente d'être débattues et possiblement contestées. Voilà. Mais si on te demande s'il est vrai que, par exemple, le changement climatique soit d'origine anthropique, on dirait aujourd'hui, oui, c'est une vérité scientifique, c'est-à-dire une hypothèse solidement étayée qui ne connaît pas de réfutation pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas réfutée plus tard, mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une vérité scientifique. Et d'une certaine manière, moi j'ai la chance dans mon
institution, donc le Collège de France, de travailler avec des biologistes, des médecins, des physiciens, des chimistes, etc. Et moi, je pensais que j'étais le maillon faible. Et qu'eux étaient sûrs de leur savoir, mais c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doutent autant de ce que c'est qu'un fait physique qu'un historien doute de ce que c'est qu'un fait historique. Et au fond, douter nous fait scientifiques. Mais c'est pas pour ça qu'à un certain moment, si vous voulez, par exemple, si quelqu'un dans un débat me dit « moi, je pense que Jeanne d'Arc est un homme et que c'est le fils de Charles VII », je pourrais essayer de montrer que c'est pas recevable parce que dans l'état de la documentation, il peut penser ça, mais c'est pas vrai. De même qu'un astrophysicien ne va pas organiser un débat contradictoire avec quelqu'un qui dit « je pense que la Lune est un fromage ». Mais ça, c'est un fait. Il y a aussi des faits, d'interprétation. Vous parliez de Vichy. Ce qui a changé dans l'histoire de Vichy, c'est... Ah, je suis en train de perdre mes piles. C'est l'interprétation. Pour l'instant, c'est effectivement là-dessus qu'on construit une vérité. Mais je le répète, elle se construit, elle ne se constate pas, c'est-à-dire qu'elle ne préexiste pas à l'enquête qui la constitue. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire c'est la vérité, je peux vous montrer le chemin qui y amène. Je vais t'intervenir, vous classeriez dans les sciences dures? Non, mais dans les sciences exactes, dans les sciences tendres, on va dire, hein, c'est mon côté multinette, pas molle mais tendre. Non, je m'étais amusé dans l'histoire du monde au XVe siècle à montrer que pour parler d'un fait comme l'éruption d'un volcan dans le Pacifique, le Kauai en 1452, qui est le grand événement mondial du XVe siècle, qui bouleverse toute l'enveloppe atmosphérique, etc. Les sciences dites exactes avaient des datations au maximum plus moins 30 ans. Bon, ça c'était en 2009, là maintenant ça s'est un peu resserré. Si vous lisez correctement les annales Ming et quelques sources ottomanes, vous arrivez à la date exacte 1452. Ça c'est pour vous, c'est pour vous embêter. Hein. Ok, c'est pas à moi de parler. Bonsoir. J'ai une question qui peut paraître un peu bateau peut-être, mais pensez-vous que l'histoire de France ait encore un quelconque poids politique actuellement? Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression parce que c'est normal. Un poids politique au sens où quelqu'un qui aspire à avoir un rôle politique est en droit de dire, en fait, d'articuler un discours sur le passé. Voilà. On l'a bien vu encore dans les élections présidentielles récentes. Il y a eu un moment, plus après ça s'est calmé, mais il y a eu un moment où effectivement chaque candidat s'est positionné par rapport à... Et au fond, c'est normal. Moi, ça ne me choque pas. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Ça, c'est un fantasme. On dit l'histoire est une passion française. Pas du tout. Vous voyez, par exemple, en Angleterre aujourd'hui, l'incroyable secousse dans l'opinion et dans le monde social d'une manière générale du Brexit, c'est accompagné d'une relecture complète de l'histoire de l'Angleterre. Voyez l'Espagne. La lutte aujourd'hui indépendantiste de la Catalogne, elle est presque entièrement et obsessionnellement sur le terrain de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils cherchent effectivement à construire leur avenir en rétro-projetant sur le passé
une sorte d'identité catalane qui ne devrait ensuite que se développer. Donc c'est assez banal. Voyez la Turquie aujourd'hui, qui reconsidère complètement l'histoire de l'Empire ottoman. Voyez le Japon, enfin, je pourrais multiplier les exemples. Donc de toute façon, tout discours politique est aussi un discours sur le passé. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les hommes ou les femmes politiques sont parfaitement légitimes pour articuler un discours sur le passé, mais ça ne devrait pas s'appeler histoire. Le problème en français, c'est que voilà, la discipline historique et le déroulement du temps c'est le même mot. En français, avec l'amour, on n'a pas des affaires, on a des histoires. Donc, évidemment, ça crée une confusion. Je vous propose qu'on donne la parole à la salle et puis on reviendra. Vous aurez le temps de mûrir encore quelques questions. Alain. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante. J'ai deux questions concomitantes en même temps. Est-ce que pour vous Spengler est un historien? Et ma deuxième question, est-ce que l'historien, quand il fait l'histoire, quand il écrit l'histoire, n'a-t-il pas une énorme responsabilité sur en fait l'histoire présente? Alors, techniquement ou académiquement, Spengler n'était pas un historien, mais son livre a été reçu comme un livre d'histoire, à un moment où justement la science allemande était ce que j'ai décrit, c'est-à-dire extrêmement rigoureuse, méthodique, méticuleuse, mais au fond qui s'était éloignée de son public. Et c'est pourquoi l'extraordinaire succès en fait de Spengler, le déclin de l'Occident, qui est un succès, alors là qui pour le coup ça arrive à votre deuxième a des effets sur le présent terrible, puisque c'est un livre qui développe, je dirais, une mystique du sang et de la terre, qui ensuite va être évidemment assimilé et instrumentalisé par les nazis, ce que ne voulait sans doute pas Oswald Spengler, qui meurt misérable et très triste à Munich en 1936. Catastrophé par ce qu'a fait son livre. Et à ce moment-là, Lucien Febvre, le fondateur de l'École des Annales, avec Marc Bloch, fait un texte sur Spengler et dit, voilà, au fond, la responsabilité des historiens, c'est de ne pas avoir contrarié cet effet puissant de ce livre par une narration également entraînante. Voilà. Donc oui, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, ce n'est pas une responsabilité de tribun ou idéologique, du type donner des slogans pour l'action, mais c'est ce que Michel Foucault appelait des effets de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui peuvent produire des effets de vérité, c'est-à-dire faire quelque chose à la société. Donc, au-delà même de dire le vrai, enquêter, etc., il y a une responsabilité, bien sûr. Merci Philippe Beaune de nous mettre toujours en contact avec des gens passionnants. Et vraiment, ce soir, c'est encore le cas. Merci beaucoup pour vos propos, que j'ai trouvé tout de même un peu trop optimistes. La question qui est posée au départ est capitale. Vous y répondez très vite, oui. Évidemment, on peut encore écrire l'histoire aujourd'hui. Il me semble qu'il faut poser une autre question à côté. Et le jeune homme là-bas a demandé le poids politique de l'histoire aujourd'hui. On peut poser la question de manière plus inquiétante. Je ne vais pas répéter ici le déclin de l'Occident, en tout cas je ne vais pas m'en faire celui qui l'affirme. Mais est-ce qu'on ne peut pas poser la question brutalement, de l'utilité de l'histoire écrite aujourd'hui?
Je m'explique. Il me semble que de plus en plus, dans le monde où nous vivons, les décideurs ont une sorte de désintérêt, et parfois ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'au mépris pour les activités intellectuelles en général. C'est vrai pour l'histoire, ça me paraît vrai pour la philosophie, ça me paraît vrai peut-être pas pour la littérature, encore que on s'occupe beaucoup de littérature, on publie beaucoup, mais on s'intéresse moins à l'histoire de la littérature. C'est moins vrai pour les activités artistiques parce qu'elles sont marchandisables. Mais voilà la question. Les décideurs, aujourd'hui, me semblent rejeter l'histoire parmi d'autres activités de réflexion parce que ça n'est pas directement utile à l'économie, selon leur point de vue. Oui, je suis d'accord avec vous. En réalité, j'ai peut-être un peu forcé mon optimisme. Et en tout cas, votre dernier mot répond à la question, c'est-à-dire que l'économie, comme discipline, a assurément remplacé l'histoire comme, je dirais, comme art de gouverner. C'est-à-dire art de gouverner au sens médiéval, c'est-à-dire la discipline qui nous semble à même de produire une prédictibilité de l'action. Le risque, c'est de considérer au fond que toutes ces disciplines deviennent des disciplines spécialisées, un savoir spécialisé, qui est cantonné dans un poliment, mais de plus en plus, avec de plus en plus d'indifférence, dans une partie qui serait au fond le cabinet de curiosité. Avec l'idée que, bon, voilà, on reste quand même, sinon une grande puissance, du moins une puissance moyenne, et donc on peut encore se payer quelques instituts de recherche, mais enfin que c'est vraiment une danseuse. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, je sais que Emmanuel Laurentin, qui est producteur à France Culture et qui anime tous les jours à 9h la Fabrique de l'Histoire, avait fait lors de la dernière campagne électorale une enquête sur la conscience historique des femmes et hommes politiques. Et c'était profondément désespérant parce qu'en fait, ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient plus. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient même pas obligés de faire semblant d'en avoir une, d'en articuler une. Ça veut dire effectivement qu'on peut considérer que c'est un savoir spécialisé qui intéresse des gens. Il suffit d'aller au festival de Blois pour voir que, bon voilà, n'importe quel ministre de l'Éducation nationale, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va au rendez-vous d'histoire de Blois, et puis il se dit, oulala, 40 000 personnes, bon, je vais faire gaffe. Donc il voit juste, il prend la mesure du groupe de pression. Mais au fond, ça ne va pas tellement au-delà. Donc oui, vous avez raison, bien sûr, c'est le risque. Et voici pourquoi, au fond, lorsque je vois s'enflammer la plaine, lorsque je vois brûler effectivement la polémique, je me dis, bon, c'est pas très agréable, mais au moins ça prouve qu'on n'est pas totalement mort. Alors, la parole, l'économie, c'est pourtant une science molle. Oui, ça, là je suis d'accord. Ouais. Voire très molle. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez bien montré tout à l'heure la richesse finalement de l'école historique française depuis le milieu du 19e. Moi, je suis quand même assez frappé par le décalage qu'il peut y avoir entre la richesse de cette école et en même temps les faits d'amnésie qui peuvent intervenir. Vous avez cité la commune tout à l'heure, il a fallu tellement de temps pour s'y mettre. On pourrait parler de la guerre de Vendée, on pourrait parler de la guerre d'Algérie, on pourrait parler du Rwanda. Je veux dire, ça pose la question aussi du rôle de l'historien dans la société, que vous avez d'ailleurs commencé à développer.
Oui, vous avez raison. Et encore une fois, il ne s'agit pas du tout de manier l'histoire désespérante ou encore moins culpabilisante. Je vais vous faire un aveu. L'histoire mondiale de la France donc est parue en 2017, nous a valu un certain nombre de critiques, parfois des charges virulentes. Très vite, ces critiques, plus ou moins agressives, se sont au fond concentrées obsessionnellement sur un certain nombre de manques supposés. Nous faisons une nouvelle édition augmentée, où on ne répond pas à ces reproches, mais à ceux qu'on a pu se faire nous-mêmes. Par exemple, je le dis en toute sincérité, je suis éditeur au Seuil, je dirige l'univers historique. J'ai édité un livre que je considère comme un livre majeur d'Hélène Dumas, qui s'appelle Le génocide au village, qui est un livre sur le Rwanda, à partir des tribunaux Ouachacha. Eh bien, on nous a insultés parce qu'il n'y avait pas assez Jeanne d'Arc, qu'il n'y avait pas assez Victor Hugo, mais personne ne nous a dit qu'on aurait quand même pu mettre l'opération turquoise 1994. Elle est dans l'édition, la nouvelle édition. Je l'ai rajoutée parce que je me suis dit, voilà, pourquoi j'y ai pas pensé? J'aurais pu y penser, j'ai édité ce livre. Je dis pas c'est un oubli, etc. Bon, après, voilà. Mais oui, vous avez raison, même avec la meilleure volonté du monde. Et il y a des points obscurs quand même dans cette histoire. C'est pas du tout pour accuser quiconque, ni voilà, le personnel politique et l'armée. Voilà, c'est simplement que si on fait une histoire mondiale de la France, ben là, pour le coup, on peut parler du Rwanda. Entre parenthèses, la même Hélène Dumas m'a dit il y a une semaine, c'est quand même étrange, il y a le procès en appel actuellement à Paris, il dure 3 mois, et ça sera la dernière fois que seront jugés sur le sol français ce qu'on appelle les planificateurs, puisque les tueurs, ils ont déjà été jugés, ils ont fait leur peine et ils sont sortis de prison. Mais les planificateurs, là, en l'occurrence, c'est les 2 bourgmestres d'un village de l'est du Rwanda qui s'appelle Rondokaga, et où il y a eu un massacre de 3000 personnes dans une église. Et ils sont jugés en appel. Il y a 3. Elle m'a dit, c'est quand même marrant. Il n'y a plus un journaliste, il n'y a plus un historien, il n'y a plus personne. Or, c'est la dernière fois qu'on verra, sans doute, effectivement, des génocidaires au Rwanda. J'y étais hier matin. C'est quand même assez impressionnant. C'est à Paris, c'est tous les jours. C'est au palais de justice. Vous devriez y aller. Vous rentrez, vous donnez votre carte d'identité, vous allez voir des gens dans une cage de verre, vous allez voir des témoins, vous allez voir un procès, vous allez voir des jurés qui sont vous et moi, qui ont été tirés au sort, et de l'histoire. Donc, je ne peux que vous approuver. Et la seule chose que je peux dire, c'est que, voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas penser à tout, j'essaye d'être attentif, et des choses aussi énormes. J'ai honte de dire que, c'est pas que je les avais oubliées, mais c'est que, voilà. Merci. Merci, Monsieur Boucheron, pour votre conférence. Moi, j'ai apprécié quand vous avez présenté finalement votre approche de l'histoire ouverte, diverse et peuplée. J'ai senti en vous une sorte d'humanisme, et c'est pour ça que je pourrais me permettre de vous poser une question qui est un petit peu difficile. Nous assistons à une disparition progressive des témoins vivants de l'histoire, des périodes du nazisme, du communisme, totalitaire. Et aujourd'hui, je suis inquiet d'une sorte de montée en puissance, surtout à travers les réseaux sociaux, à nouveau de théories, disons, qui falsifient, en fait, je l'ai dit le mot au présent, qui
qui falsifient l'histoire. Je pense à tous ces courants qui nous ont déjà empoisonnés, mais qui ressurgissent, qui sont les courants qu'on appelle négationnistes ou révisionnistes, que vous connaissez certainement mieux que moi. Et aujourd'hui, que pourriez-vous nous conseiller pour en fait relever le défi et faire que jamais on puisse oublier ce qui a pu se passer et accepter justement cette révision trop simpliste, vous voyez, de ces moments de souffrance pour beaucoup de nos concitoyens. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie, bien sûr, c'est une question essentielle. Je faisais allusion aux 40 ans de la revue L'Histoire, qui est née en 1978, à un moment qui était le moment, au fond, de plus grande confiance. C'était le moment où les historiens triomphaient à la télévision, à Apostrophe, chez Pivot. C'était Georges Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Le Goff. Ils vendaient plein de livres. C'était vraiment le sommet. La nouvelle histoire triomphait. Tout allait bien. La revue L'Histoire naît cette année-là. Et c'est l'année, en décembre, le 21 décembre 1978, où Robert Faurisson réussit dans le monde, a publié sa première tribune sur l'inexistence des chambres à gaz, qui est présentée comme une hypothèse intéressante à débattre. C'est pour ça que je disais que faire de l'histoire, c'est dessiner l'arène des hypothèses recevables. Il y a des choses dont on peut discuter, puis d'autres dont on ne doit pas discuter. Et ma génération a connu cette défaite de devoir accepter une loi, la loi Guessot, qui criminalisait une opinion qui était simplement inexacte. Donc ça, c'est la loi qui rend, au fond, qui constitue le délit de négation de la Shoah. C'est évidemment un aveu de faiblesse terrible, une défaite de la raison. Et je crains effectivement que ça soit une histoire qui soit aujourd'hui encore devant nous à recommencer. L'histoire ne prévient pas. Elle arrive, comme disait Barbara. Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin. Voilà. Donc, ça ne prévient de rien. Voilà. On peut se raconter l'histoire, on peut la connaître, on peut être prévenu, au sens où on sait ce qui va se passer et ça se passera, ça peut se passer quand même. Donc rien n'est exclu. Voilà. Et si vous en avez marre de ces histoires de Shoah, je sais pas, regardez des séries, regardez La Serveuse pourpre par exemple, La Servante pourpre. Et vous regardez La Servante pourpre et vous verrez comment peut s'installer un pouvoir autoritaire et qu'un matin, c'est là. Voilà. Et aussi cette idée, vous parliez du nazisme, c'est que des choses peuvent arriver qui étaient prévisibles. Après tout était dans Mein Kampf. Il ne nous a pas pris en traître, c'était écrit, le programme était là. Mais d'autres aussi peuvent arriver, des dangers, des catastrophes plus terribles peuvent aussi survenir de la volonté de prévenir le danger qui lui s'annonce. Voilà. Donc, l'histoire ne prévient de rien. Je suis désolé. On est un peu dans la même situation contre le créationnisme et le darwinisme. Oui, ouais. Il y a un monsieur. Allez, je vous en prie, après on donnera. Ouais. On donnera la parole aux étudiants. Je voudrais vous poser juste une question. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible ou souhaitable que l'historien puisse faire autorité aujourd'hui?
Je veux dire, quand autorité en ce sens que face à ce qu'on pourrait appeler une fake history ou une histoire alternative, pour reprendre des termes. Non. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a le problème médiatique aussi, il y a le problème de l'expression médiatique des historiens. Oui, je crois pas. Je crois que c'est terminé. Et je pense qu'il faut avoir le cran ou le sang-froid de dire qu'au fond, on a travaillé, en tant que l'histoire est une savoir critique, à scier la branche sur laquelle on était assis et à, au fond, critiquer notre propre autorité. Que c'est la suite logique du programme des Lumières. Le programme des Lumières consistait au fond à critiquer tous les pouvoirs, sauf le pouvoir intellectuel. Pour Voltaire, effectivement, voilà, tout dégringole, sauf le pouvoir qu'a l'intellectuel d'éclairer le peuple. Et donc, la critique de l'autorité intellectuelle est la poursuite de la philosophie des Lumières contre elle-même, et c'est fait. Et donc, on ne peut pas chouiner contre, effectivement, cette avancée, quand même une avancée démocratique. Voilà, donc moi je ne regrette pas le fait que les historiens n'ont plus une autorité comme ça, magistrale. Bon, voilà. Donc ça nous oblige à trouver d'autres formes d'adresse. Voilà. À trouver les moyens de se faire entendre dans un débat public. Et ça c'est vraiment pas évident. Et vous parliez des fake news. De toute façon, Marc Bloch savait déjà, réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre, que le mensonge va plus vite que la vérité. On l'a bien vu, enfin, effectivement, fake news, donc ça, c'est effectivement la nouveauté américaine. Ben, si on traduit par fausse nouvelle, on retrouve une généalogie qui nous est plus propre, mais la campagne de Donald Trump était extraordinaire comme ça, parce que quand, effectivement, en une phrase, on dit 3 mensonges et qu'on continue, bah, pour démonter 3 mensonges, il faut plus de 3 phrases. Donc de toute façon, on est toujours perdant. Donc oui, il faut trouver des parades, mais c'est pas en regrettant la crise de l'autorité qu'on sera efficace. Bonsoir. Pardon. Bonsoir, je suis issue des sciences humaines et assez ignorante en histoire, donc votre intervention m'a vraiment passionnée. Alors en sciences humaines, j'ai beaucoup travaillé, je travaille sur les histoires de vie en formation. Et j'aimerais savoir, où effectivement une histoire de vie en formation, on s'aperçoit que quand on écrit son histoire de vie, ce qui nous arrive était déjà écrit, était déjà visible. Et est-ce qu'on peut faire une similitude ou utiliser un peu les mêmes principes en histoire de France, en histoire? Je crois parce que justement, une des histoires de France dont on ne voudrait plus serait une histoire strictement, on va dire, généalogique, qui serait verticale, qui serait celle de l'enracinement, qui voudrait que, par exemple, la France soit tout entière à l'origine, comme, vous savez comment on décrivait les choses. Au départ, on disait, voilà, il y a une petite le royaume capétien, en gros la zone 5 du RER, et puis progressivement ça s'étend comme une tache d'huile, mais avec l'idée que de toute façon c'est comme une famille, c'est-à-dire qu'il y a un ancêtre, c'est Charlemagne, ou pire, Charles Martel, et puis tout cela, voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas une histoire, c'est une généalogie. Si on fait la multiplicité des récits de vie, alors effectivement, on n'est plus dans cette verticalité, mais dans cette horizontalité. Il faut que dans ce cas-là, tout le monde puisse s'y reconnaître.
c'est quelque chose, par exemple, j'y faisais une allusion tout à l'heure, qu'on va tenter de mettre en œuvre dans la rénovation de la galerie permanente, de l'exposition permanente du Musée national d'histoire de l'immigration. Évidemment qu'on va le faire, on est en train de le faire à partir des récits de vie, à partir des témoignages, pour que cette histoire, pour qu'on s'y retrouve. En tout cas, qu'on puisse s'identifier, qu'on puisse savoir où on est, quoi, voilà, où on habite, savoir où on habite, à la fois voilà, spatialement et localement. Et puis il y a cette, alors je ne sais pas si c'est ça auquel vous pensez, mais moi je m'intéresse aussi à ça, y compris à ce que les psychologues aujourd'hui appellent les fictions réparatrices, voilà. J'ai rien contre l'idée que l'histoire puisse réparer un peu. Merci. On va encore vous repasser la parole. Il y a aussi un monsieur là, pardon. Okay. Mais, Bonsoir, merci pour la qualité de ce débat ce soir. J'avais en fait une question. Si on parle de l'histoire de France, on parle aussi de l'histoire des religions. Et donc, si on s'autorise à raconter l'histoire aussi, on peut raconter celle des religions. Et avec ce qu'on connaît aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage et on sait un peu où ça mène, quoi. C'est-à-dire vous voulez dire... guerres, en fait, oui, c'est-à-dire comment... Des exemples multiples par le passé. Comment enseigner l'histoire des religions, c'est ça que vous voulez dire ou... Oui, en fait, sans qu'il y ait apporter, je dirais, de la sérénité, un certain équilibre, sans qu'il y ait toutes les tensions dont on entend parler aujourd'hui, quoi. Ça, c'est difficile. Je n'ai jamais enseigné dans l'enseignement secondaire, donc j'aurais scrupule à faire la leçon sur un métier que j'ai jamais pratiqué. Mais il me semble qu'on charge l'école d'une responsabilité trop lourde pour elle. Et en particulier en lui faisant porter cette responsabilité de l'histoire du fait religieux. Ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres expériences européennes où on apaise, puisque vous parlez d'apaisement, on apaise les choses en tentant plutôt que de dire allez, on va faire les 3 monothéismes et puis c'est parti, en prenant les choses de manière comparée, un peu abstraite, l'histoire du fait religieux à partir de grandes structures, qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage, qu'est-ce que c'est qu'une relique, qu'est-ce que c'est qu'un saint dans différentes religions, et d'arriver progressivement, disons, à l'islam, au judaïsme et au christianisme. Mais au fond, c'est vrai que votre question, vous voyez, je ne peux pas y apporter une réponse autrement qu'embarrassée, parce que, d'une certaine manière, oui, vous avez raison. C'est une autre responsabilité qui incombe à l'école, et on pourrait dire que ça commence un peu à faire beaucoup, bien sûr. Ok. Encore une des questions? Voilà. Je n'ai pas pris la parole. Je vais repérer. Oui, ça marche. Non. Ah non. C'est pas le coup du micro qui ne mange pas, mais... Donc vous avez déjà bien répondu aux questions qu'on avait préparées. Mince. Mais au risque de vous faire répéter, comment définir la profession d'historien? D'abord, pour compléter un peu ce que j'ai dit, je dirais, et ça peut vous inspirer, puisque vous m'avez dit qu'il y en avait qui voulaient faire de la linguistique, l'archéologie, de l'événementiel, etc.
Je dirais qu'aujourd'hui, il y aurait, en tout cas je tente d'y travailler, plusieurs manières de l'être. Vous avez effectivement on a parlé de manière classique d'exercer la profession d'historien, c'est-à-dire enseigner, écrire l'histoire, etc. Mais moi j'ai eu une expérience récente d'écriture de films documentaires pour Arte, une série qui s'appelle Quand l'histoire fait date. Et aujourd'hui, par exemple, le roman graphique était aussi une possibilité, les spectacles de mémoire, les sons et lumières, etc. Il y a plein de manières aujourd'hui de porter cette exigence historienne au-delà du cadre académique classique, j'enseigne, j'écris des livres, je les lis. Voilà, je pense qu'il y a une grande diversité aujourd'hui de l'histoire en tant que les mises en présence du passé, elles s'expriment dans le cinéma, dans la littérature, au théâtre. Prenez par exemple la Révolution française. Moi j'ai commencé, je suis né en 65, donc j'ai commencé mes études, disons, en 85, 84, 85. En 89, je commençais, j'avais passé l'agrégation et tout, c'était l'année du bicentenaire de la Révolution française. Donc on en parlait beaucoup je suis en train on en parlait beaucoup de la Révolution française. Et puis aujourd'hui, on en parle un petit peu moins dans les livres d'histoire, mais vous voyez, par exemple, l'année dernière, si vous vous intéressez au théâtre, il y a eu le grand spectacle de Joël Povera qui s'appelle Ça ira. Si vous vous intéressez à la littérature, il y a eu le livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet. Et puis si vous vous intéressez au cinéma, vous allez voir dans quelques mois un film important de Pierre Scheller sur la Révolution. Et donc, l'intérêt historique de la société française, à mon avis, pour la Révolution française, elle revient, mais elle revient différemment, elle revient pas par l'histoire. Et tout cela, le romancier, l'homme de théâtre, le cinéaste, ont fait œuvre d'historien, je crois. Donc, une des bonnes nouvelles, malgré tout, dans cette crise générale de la culture historique, de l'autorité de l'historien, c'est qu'il y a quand même une diversité, une dissémination des manières de l'être. Voilà. Je vous donne un exemple. Pardon, je suis trop long. Mais j'enseignais, là, il y a quelques mois, au Québec. C'est à Montréal qui a Ubisoft. Vous connaissez. Le plus grand groupe, enfin la plus grande entreprise de jeux vidéo. J'ai rencontré le conseiller historique de Ubisoft. Là, vous parliez de poids social ou de responsabilité. Il a une responsabilité énorme. Parce que c'est lui qui a fait le conseiller historique pour reconstituer le Paris révolutionnaire dans le jeu célèbre, vous connaissez. C'est quand même 3 millions de joueurs dans le monde. Donc là, on peut dire que si ça vous intéresse l'histoire, vous pouvez aussi décider de la faire voir autrement. Par exemple, moi, ce que je fais aujourd'hui au Collège de France avec des plus jeunes, c'est que j'ai mis en place, pour l'instant vous ne pouvez pas le voir, mais vous allez le voir, j'espère, dans quelques mois, une plateforme numérique qui s'appelle Entretemps, qui donne à voir, qui rend visible les différentes écritures numériques de l'histoire. Par exemple, il y a plein de youtubeurs. Souvent, c'est pas très... Parfois, c'est pas très bon, mais il y en a qui sont très très bons. Donc on peut vous aider aussi à choisir les bons, les faire voir. Voilà. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous avez encore des questions? Sinon, moi, je vais dire, vous iriez jusqu'à Kaamelott? Moi, je suis pas... J'irai jusqu'à Kaamelott, oui, j'irai jusqu'à Kaamelott.
le plus grand film sur le Moyen-Âge, ça reste quand même Monty Python. Ça, c'est pas douteux. Mais Kaamelott, c'est pas mal. Ok, je vous remercie beaucoup. Des remerciements donc avant la dédicace qui vous permettra à certains d'entre vous de pouvoir discuter un peu plus avec Patrick Boucheron. Ces conférences ne seraient pas possibles, en fait, sont de nombreux partenariats que j'ai souvent pas assez soulignés lors des précédentes conférences, donc je prie de m'excuser. Donc je vais remercier Claude Jaillet, Patrice Barré, Agnès Lucilo, et qui nous a eu des réflexions partenariales et qui nous ont beaucoup aidés, entre autres dans la diffusion de l'information. La DSE aussi qui nous a fait bénéficier de leur réseau, en particulier Claude et Béatrice, je crois que malheureusement ils ne peuvent pas être là ce soir. Et aussi tous les participants, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont eu la gentillesse de diffuser l'information. Donc merci bien entendu aux lycéens qui ont préparé avec M. Godmet, je voudrais remercier aussi d'avoir motivé, mais j'ai l'impression qu'on voit souvent les mêmes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est vraiment les plus motivés. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et je sais que c'est pas toujours facile de parler en public, surtout devant un grand public comme ça. Moi personnellement, je prends un vif plaisir au partenariat avec la Bibliothèque intercommunale des Tempes, sans le soutien de laquelle ces conférences tout simplement n'existeraient pas. À la fois au sens intellectuel et au sens logistique du terme. Donc merci infiniment à Bénédicte, à Grégory qui est à la vidéo, à Ludivine, à Caroline, et puis aussi à Morgane qui a initié avec moi ce cycle de conférences. Donc je vous demande de les applaudir pour ce... Je remercie aussi le public. Quand on fait le listing, on est toujours effrayé un mois avant de voir qu'il y a 10 personnes qui veulent venir. Et ensuite, on a des chiffres qui montent beaucoup. Et vraiment, je vous remercie d'être si chaleureux et si enthousiaste. Puis je voudrais finalement, évidemment, remercier Patrick Boucheron d'avoir voulu s'extraire de ces nombreuses activités. On a déjà vu, directeur de collection, vous écrivez, vous faites des films et vous pouvez faire de l'histoire et de la recherche, je pense, j'espère qu'il vous reste un petit peu de temps. Donc merci d'être venu nous donner cette conférence si passionnante, originale, qui donne matière à penser et puis, comme dirait Étienne Klein, peut-être matière à contredire. Merci beaucoup.